Le but de cette séquence est de présenter divers petits compléments en relation avec le polymorphisme et l'héritage. Le premier point abordé est qu'en est-il du polymorphisme dans le cadre de la construction des objets? Les constructeurs sont des méthodes un peu particulières dans le sens où elles sont spécifiquement dédiées à la construction de l'instance courante d'une classe. Il n'est pas prévu qu'ils aient un comportement polymorphique. Imaginer un constructeur polymorphique voudrait dire que ce dernier serait dédié à initialiser des objets autres que l'instance courante, des objets de type sous-classe par exemple, ce qui n'a pas vraiment de sens. Rien n'empêche cependant d'invoquer une méthode polymorphique dans le corps d'un constructeur, mais ceci est cependant déconseillé. En effet, comme nous allons le voir sur l'exemple suivant, la méthode agit alors sur un objet qui n'est peut-être que partiellement initialisé. Nous avons dans cet exemple le cas d'une superclasse grand A qui contient un constructeur par défaut et également une méthode abstraite, c'est-à-dire une méthode sans corps, petit m. Il se trouve que le constructeur invoque la méthode m. Rappelons qu'une classe abstraite ne peut jamais être instanciée, ce qui signifie que l'on ne peut jamais appeler le constructeur de la classe grand A comme ceci, du fait que la classe est abstraite. Invoquer une méthode abstraite dans le constructeur de A, c'est-à-dire une méthode sans corps, ne pose pas problème parce qu'on ne va jamais appeler ce constructeur pour instancier un objet de type A, c'est-à-dire un objet pour lequel M n'a pas de définition concrète. Ceci est donc tout à fait licite. Concrètement, la méthode M ne sera invoquée que si le constructeur d'une sous-classe invoque ce constructeur de la superclasse et que cette sous-classe a une définition concrète de la méthode M. Nous en avons un exemple ici, au travers de la classe B. La classe B hérite de A et redéfinit concrètement la méthode M. La redéfinition consiste simplement à afficher un message qui comporte notamment la valeur de l'attribut petit b de la classe grand B. La classe B est instanciable puisqu'elle redéfinit toutes les méthodes abstraites héritées de plus haut. En l'occurrence, il ne s'agit que de la méthode M. Voyons donc ce qui se passe lorsque nous créons une instance de B. L'instance est créée ici au moyen du constructeur par défaut de la classe B. Nous savons que tout constructeur de sous-classe doit nécessairement invoquer un constructeur de la superclasse. Lorsqu'il n'y a pas d'appel explicite à un constructeur via la tournure super, alors nous savons qu'il y a un appel implicite au constructeur par défaut. Cet appel se fait pour initialiser une instance courante qui est un B. Au moment de l'appel à M dans le constructeur de A, puisqu'il y a nécessairement résolution dynamique des liens en Java, la méthode va être choisie en fonction de la nature réelle de l'instance, et c'est donc cette méthode M qui va être appelée. Rappelez-vous qu'à ce stade, nous ne sommes pas encore passés par l'instruction qui consiste à initialiser l'attribut petit p de B avec une valeur particulière. Par conséquent, l'attribut B a la valeur qui est donnée par défaut avant toute initialisation explicite, qui est la valeur 0. Ceci signifie que lorsque la méthode M s'exécute, l'attribut B a pour valeur 0 et donc que la construction d'un B va résulter dans l'affichage du message B vaut 0. Si pour nous, l'objet B n'est proprement initialisé que si son attribut petit b vaut 1, alors nous voyons bien que la méthode M est en train de travailler sur un objet qui est partiellement initialisé. D'où le conseil de départ, ne pas invoquer de méthode polymorphique dans le corps des constructeurs. Passons maintenant au point suivant, tout à fait indépendant du premier. Vous vous rappelez sans doute des méthodes toString et equals que vous avez appris à écrire pour des classes. Mais d'où viennent exactement ces méthodes? C'est ce que nous allons voir. Rappelez-vous par exemple de la méthode toString. Cette dernière vous était imposée avec un en-tête particulier. Elle permettait, lorsqu'elle était présente dans une classe, de définir un format d'affichage de l'objet sous la forme d'une chaîne de caractères. Cette méthode toString permet de produire des affichages plus explicites pour des objets. Or, il se trouve que toString n'est autre qu'une redéfinition d'une méthode existant plus haut dans la hiérarchie de classes. Mais que veut dire plus haut, puisqu'ici, par exemple, la classe rectangle n'hérite de personne? Alors, c'est vrai qu'elle n'hérite de personne explicitement, mais en Java, toutes les classes que vous écrivez héritent d'une superclasse universelle qui est la superclasse Object. Et ceci sans que vous ayez à écrire explicitement un lien d'héritage. Cette écriture n'est pas nécessaire, mais le lien d'héritage existe bel et bien. En Java donc, toute classe que vous définissez, si elle n'hérite d'aucune classe explicitement, hérite de Object. On peut donc affecter une instance de n'importe quelle classe à une variable
de type object. La superclasse object contient notamment la définition par défaut d'un certain nombre de méthodes utiles à tous les objets possibles, par exemple toString, equals ou clone. C'est par exemple la définition par défaut de toString qui permet de réaliser des affichages d'objets sous la forme d'une représentation de leur référence, donc quelque chose d'un peu étrange que nous avons déjà eu l'occasion de croiser précédemment, et la définition par défaut de equals qui se trouve dans la superclasse object se contente de comparer les références en comparant deux objets au moyen de égal égal. Dans la plupart des cas, ces définitions par défaut ne sont pas satisfaisantes pour vos propres classes et vous êtes amené donc à les redéfinir, pour permettre par exemple un affichage plus explicite, une comparaison qui compare les contenus ou une copie correcte de vos objets. Lorsque nous avons écrit la méthode toString dans la classe rectangle de notre exemple précédent, nous étions en réalité en train de redéfinir la méthode toString héritée de object. De nombreuses classes prédéfinies redéfinissent ces méthodes et typiquement la classe string redéfinit la méthode toString, redéfinit la méthode equals. Revenons au cas de la méthode equals telle que nous l'avons écrite jusqu'ici, dans les séquences précédentes. À votre avis, est-ce que cette en-tête de la méthode equals correspond à une redéfinition de celle héritée de object? La réponse est évidemment non. La classe object ne peut pas avoir connaissance de toutes les sous-classes qui vont en dériver. L'en-tête de la méthode equals, telle que présent dans la superclasse object, est le suivant, ce qui signifie concrètement que l'argument attendu par equals est de type object et non pas de type une classe telle que nous l'avions vu précédemment. Nous avions donc ici, dans la méthode equals de la classe rectangle, un paramètre de type rectangle. Les méthodes equals que nous avons rédigées jusqu'ici ne sont donc pas des redéfinitions de la méthode equals héritée de object, il s'agit plutôt de surcharge. On parle de redéfinition, overriding en anglais, lorsqu'une méthode d'une sous-classe définit une méthode déjà présente dans la superclasse, une méthode avec exactement le même nom, avec une liste de paramètres et leurs types identiques, et avec des types de retour compatibles. Ce que l'on entend par compatible pour des types de base, c'est qu'ils soient identiques, pour des types définis par le biais de classe, ces types seront compatibles s'il existe une relation d'héritage. Donc par exemple, si je dispose d'une superclasse grand A qui définirait une méthode M retournant un objet de type grand A, s'il existe une sous-classe B héritant de A qui, elle, définit une méthode M, mais cette fois-ci retournant un B, comme B hérite de A, on considère que le type est compatible dans ce cas. Et donc, ceci est aussi considéré comme une redéfinition. Si ces conditions ne sont pas réunies et qu'on a uniquement le nom de la méthode qui est identique, alors on parle de surcharge, overloading. Définir la méthode equals par surcharge, comme nous l'avons fait dans les séquences précédentes, peut parfaitement fonctionner. Simplement en Java, il est plutôt conseillé de procéder par redéfinition. Et ce, parce que certaines méthodes de l'API de Java, typiquement des méthodes qui travaillent sur ce qu'on appelle des collections de données, par exemple des méthodes allant chercher une valeur dans une collection, eh bien vont utiliser implicitement la méthode equals qui a exactement cette en tête. Si elle n'est pas présente dans une classe à vous et que vous utilisez cette méthode, eh bien elle va utiliser la méthode par défaut, héritée de object, qui n'est pas satisfaisante dans la plupart des cas. Alors, comment procéder maintenant si l'on veut vraiment redéfinir la méthode equals héritée de object plutôt que surcharger cette méthode? Alors, nous vous présentons ici une façon possible de redéfinir la méthode equals, une façon assez typique que vous pouvez rencontrer dans la littérature. Sachez qu'il existe d'autres façons de rédiger cette méthode equals. C'est une variante parmi d'autres. La difficulté principale que nous avons à affronter lorsque nous voulons redéfinir la méthode equals est que désormais, elle peut prendre en paramètre n'importe quel type d'objet. Lorsque nous utilisions la surcharge, le paramètre était de même type que la classe dans laquelle on définissait la surcharge, donc ici ceci. Et donc l'invocation de la méthode equals sur autre chose qu'un rectangle, par exemple une chaîne de caractères, ferait réagir le compilateur s'il n'y avait que la surcharge. Le compilateur vous dirait « j'attends une chaîne de caractères et vous me donnez un rectangle ».
En revanche, avec une redéfinition, cette écriture devient tout à fait licite. Le compilateur ne va rien dire, va parfaitement l'accepter. Pourquoi? Parce que un objet de type string est un object par héritage. Et du coup, ceci est parfaitement licite. Je peux mettre une string dans un object. À noter que si l'on ne redéfinit pas la méthode equals dans la classe rectangle, au moment de faire ce genre d'invocation, on utiliserait la méthode equals telle que définie dans la classe object, laquelle compare uniquement les références et qui ne fait pas forcément les traitements que l'on souhaiterait voir mis en œuvre pour la comparaison d'un rectangle avec un autre objet. C'est donc au programmeur de la méthode equals de définir correctement le corps de sa méthode, de sorte à ce que la comparaison avec d'autres types d'objets que des rectangles se fasse correctement. Typiquement, retourne false. On a envie qu'un rectangle soit comparable à un autre rectangle et pas à un objet d'un autre type. Pour garantir qu'un rectangle ne puisse être égal qu'à un autre rectangle strictement parlé, il faut tester si l'objet passé en paramètre est de la même classe que la classe rectangle. Ceci peut se faire au moyen d'une méthode getClass, à nouveau héritée de object. Par cette tournure, on peut tester si la classe de l'autre objet est la même que la classe de l'instance courante. Et si tel n'est pas le cas, on retourne false. Pour résumer, lorsqu'on veut redéfinir la méthode equals, on commence, comme nous le faisions d'ailleurs pour la surcharge, par tester si le paramètre ne vaut pas la valeur nulle. S'il vaut nul, on retourne false. Sinon, alors, et là est la nouveauté, on teste si l'autre objet est de même classe que l'objet courant. Si tel n'est pas le cas, on retourne à nouveau false. Et sinon, ici il est garanti que autre objet n'est pas nul, que le rectangle passé en paramètre est bien de classe rectangle, et dans ce cas-là, on peut procéder à la comparaison attribut par attribut, comme nous le faisions dans le cadre de la surcharge. Mais là, nous avons de nouveau une petite difficulté à affronter. En effet, si je veux comparer attribut par attribut, il faut que je teste si la largeur de l'objet courant vaut la même valeur que la largeur de autre objet, et que la hauteur de l'objet courant vaille la même valeur que la hauteur de l'autre objet. Or, autre objet est de type object, ce qui ne garantit pas la présence des attributs largeur et hauteur. Nous savons bien que autre objet contient bel et bien un rectangle. La précaution que nous avons prise ici nous le garantit. Cependant, si l'on écrit quelque chose comme ceci, donc si l'on essaye de comparer la largeur de l'objet courant avec la largeur de l'autre objet en utilisant directement cette tournure, le compilateur va émettre un message d'erreur en vous disant que autre objet est de type object, lequel ne contient pas de champ largeur. Ici, nous convertissons autre objet en rectangle, on parle de transtypage, pour garantir au compilateur qu'il est désormais possible d'accéder au champ largeur. Donc ceci va parfaitement fonctionner ici parce que nous avons bel et bien garanti dans la chaîne d'exécution que autre objet va bel et bien contenir un objet de type rectangle. Si l'on essaye de faire un transtypage alors que autre objet ne contient pas un rectangle, on aurait un message d'erreur au moment de l'exécution. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc voilà, globalement, voici comment on peut s'y prendre pour redéfinir la méthode equals avec les nouveaux écueils qui se présentent lorsqu'on fait de la redéfinition plutôt que de la surcharge. Et ceci termine notre petite séquence de compléments.